À l'intérieur du stade flambant neuf de Munich en Allemagne, 60 000 supporters de toute la planète viennent d'assister au premier match de la Coupe du Monde de football. Les Allemands ont gagné 4-2 face au Costa Rica. Tout le monde a maintenant très soif. Vous allez faire quoi maintenant? Maintenant, on va à Munich et on va faire la fête. Et après la fête? Encore la fête! La fête pendant 5 jours! Mais pour certains supporters, la fête continue à l'écart des brasseries. L'endroit où ils se rendent est un bordel, tout ce qu'il y a de plus officiel. À Munich, comme dans toute l'Allemagne, la prostitution est légale. Des dizaines de maisons closes sont autorisées à exercer 24 heures sur 24. Elles sont régulièrement contrôlées par la police. Et leur patron ne voit aucun inconvénient à donner des interviews. Hans Bommel est un ancien militaire reconverti en gérant de bordel. Pour la Coupe du Monde, il a embauché 15 filles supplémentaires. En temps normal, il y a entre 25 et 28 filles. Et pour le mondial? 40. Donc vous attendez plus de clients? On espère. Mais pourtant les gens sont venus pour le foot, pas pour les filles. Le football et les filles, en fait, ça ne fait qu'un. Les supporters vont voir les matchs. Et après, ils font une petite virée chez nous. Il y a 40 000 prostituées déclarées en Allemagne. Elles paient leurs impôts comme tout le monde. Les plus demandés peuvent gagner beaucoup d'argent, jusqu'à 10 000 € par mois. Pour une heure avec moi, c'est 200 €. Et où va l'argent? Tout l'argent est pour moi, je paie simplement un loyer à l'établissement. De combien? 120 € par jour. Mais l'afflux de clients pendant la Coupe du Monde ne profite pas seulement aux bordels officiels. Pour répondre à la demande, les mafias et les proxénètes ont développé un marché parallèle et illégal. Dans les journaux, les offres de prestations sexuelles se sont multipliées ces derniers jours. Beaucoup d'entre elles proposent des filles d'Europe de l'Est, venues spécialement pour l'occasion. Nous choisissons d'aller voir Natacha, une Russe qui se prétend étudiante. Déguisés en supporters et accompagnés de notre interprète, nous filmons en caméra cachée. La femme qui nous ouvre est visiblement la tenancière du lieu. Elle nous conduit dans la salle d'attente. Bonjour, je suis Natacha. Elle est arrivée 2 jours avant le coup d'envoi du mondial et elle va bientôt repartir. Vous restez jusqu'à quand? Dimanche, je reste demain et après-demain. Et il y a mon ami aussi, il aime bien les filles russes. Vous en connaissez d'autres? La semaine prochaine, il y a d'autres Russes qui viennent. J'en attends 2 ou 3. C'est la signature des réseaux de prostitution de l'Est. Des séjours très courts et une rotation rapide pour ne pas attirer l'attention. Je fais des allers-retours dans plusieurs villes. Après, j'irai à Barcelone, en Espagne. Natacha, comme beaucoup d'autres filles, se déplace au gré de la demande. Un jour en Allemagne pour le mondial, un jour en Espagne ou en Italie.
Mais depuis quelques années, un autre pays, aux portes de l'Europe, est devenu la destination principale des réseaux d'Europe de l'Est. La Turquie. Ses plages, ses clubs de vacances et ses monuments historiques attirent chaque année près de 20 millions de touristes. Ce pays de 72 millions d'habitants frappe avec insistance aux portes de l'Union européenne. Dirigée depuis 4 ans par des islamistes modérés, la Turquie est partagée entre son aspiration au modèle occidental et son attachement aux valeurs de l'islam. Ici, la virginité reste une valeur importante. Pour avoir des relations sexuelles, beaucoup d'hommes doivent d'abord se marier ou alors payer des filles. Dans les quartiers chauds d'Istanbul, des centaines de bars sont tenus par la mafia. Juste à côté, des hôtels de passe. Ça brille, et pourtant ici, tout est clandestin. Dans ces endroits, la prostitution est théoriquement interdite. Notre caméra déclenche des regards hostiles, et il vaut mieux ne pas insister. Pour enquêter, nous filmons en caméra cachée, en nous faisant passer pour de simples touristes. Enfin, on s'intéresse à nous. Et même un peu trop. À l'intérieur, ce n'est pas fini, nous sommes assaillis par une nuée d'employés. D'un côté, les hommes seuls regardent. De l'autre, des jeunes femmes attendent qu'on les choisisse. Dans ces clubs, aucune fille n'est turque. Blonde ou de type asiatique, elles sont toutes venues des anciennes républiques soviétiques avec un simple visa de touriste. Vous venez d'où? Je suis de Moldavie. Et vous? De Russie. On les appelle les Natacha. Certaines sont là de leur propre gré, d'autres ont été trompées sur le travail qu'elles allaient faire. Une fois sur place, elles sont séquestrées et forcées à se prostituer. Nous invitons l'une d'entre elles à prendre un verre. Quel âge as-tu? 24 ans. Dans mon pays, j'ai un fils. Il a 4 ans. C'est sans doute pour son fils que cette jeune femme est venue en Turquie. Pour le faire vivre, elle doit accepter beaucoup de choses. Il suffit de se comporter comme un client sans scrupules pour le vérifier. Est-ce qu'on peut faire l'amour sans préservatif? Ok. Pas de problème? Je suis en bonne santé. Et si toi aussi, il n'y a pas de problème. La consigne ici est de ne jamais refuser un client sans préservatif. Pour alerter l'opinion publique turque sur le sort de ces milliers de femmes d'ex-Union soviétique, souvent mères de famille, une organisation internationale a diffusé un clip à la télévision. Geri geleceğine söz vermişti ama nerede olduğunu bilmiyorum. Annem uzağa gitti ve onu çok özlüyorum. İyice ihtiyacımız vardı. Birimizin çalışması gerekliydi ve annem gitti. Türkiye'deki her 3 insan ticareti mağduru kadından biri anne. Anneme ihtiyacım var. Et pourtant,
les forces de l'ordre n'ont pas l'air de prendre le problème très au sérieux. Dans l'un des clubs, nous allons assister par hasard à une descente de police. Regardez bien ce qui va suivre. Quelqu'un va signaler aux filles l'arrivée des policiers. En un clin d'œil, elles disparaissent au sous-sol. Il n'y a pas de problème, c'est seulement la police. La musique s'arrête, 2 policiers viennent d'arriver. Nous avons à peine le temps de recadrer notre caméra cachée et ils sont déjà partis. Ils sont restés 16 secondes. La musique et les affaires peuvent reprendre. En Turquie, les proxénètes sont théoriquement passibles de 4 ans de prison. Mais dans ces clubs, les policiers ferment les yeux. Excusez-moi, je suis touriste. Il y a un problème là? Les clubs, c'est bon, pas de problème? Et les filles aussi, je peux payer des filles pour coucher avec elles? Pas de problème? Bon ben, merci. L'indifférence de la police permet à la mafia de s'enrichir. Chaque fille peut rapporter jusqu'à 10 000 € par mois. Nous abordons cette jeune femme près du bar où elle travaille. Le prix de la passe, 150 € la nuit. Si je vous donne 150 € pour coucher avec moi, combien vous gagnez, vous? Pour moi, c'est 150. Tout est pour vous? Non, pas tout, mais... La jeune femme ne cesse de se retourner. Ces hommes, visiblement, lui font peur. Certains se rapprochent pour écouter notre conversation. C'est un problème, ces hommes? Ils regardent ce que nous sommes en train de faire. L'homme tourne autour de nous. Il ne veut pas que la fille échappe à son contrôle. Est-ce que vous êtes libre ici? Libre? Pas vraiment. Plus ou moins libre, c'est ça? Pas vraiment libre. Menacées, parfois séquestrées et battues, ces jeunes femmes se retrouvent loin de leur pays, à la merci des trafiquants. Parmi les pays les plus touchés par le trafic, la Biélorussie, l'Ukraine et la Moldavie. Les 3 sont d'anciennes républiques soviétiques. C'est là-bas que les organisations criminelles font l'essentiel de leur marché. Pour remonter la filière du trafic de femmes, nous nous rendons dans le pays le plus pauvre d'Europe, la Moldavie. Nous arrivons en plein hiver à Chisinau, la capitale. Depuis la chute du communisme, la misère est visible. Salaire moyen, 60 € par mois. Ce petit pays de 4 millions d'âmes se vide peu à peu de ses habitants. En 15 ans, depuis l'indépendance du pays, un jeune sur 4 s'est exilé pour travailler à l'étranger. Certaines jeunes femmes pauvres et au chômage sont des cibles idéales pour l'industrie du sexe. Les trafiquants choisissent souvent leurs victimes dans les villages les plus reculés du pays, là où la pauvreté est extrême. Nous sommes au nord de la Moldavie, tout près de la frontière avec l'Ukraine. Sur les 2000 habitants de ce petit village, seuls 150 ont du travail. Les plus chanceux ont un bout de terrain à cultiver et quelques animaux. Nous avons rendez-vous au commissariat. La police nous a mis en contact avec Irina, 18 ans. Son histoire est terrible. Alors qu'elle n'avait que 16 ans, elle a été séquestrée en Turquie par sa propre cousine, la blonde en survêtement jaune,
qui vit avec un trafiquant turc. Le premier client d'Irina a payé 1 500 € pour coucher avec elle, car elle avait une qualité très recherchée. Quand je suis allée en Turquie, j'étais vierge. Ma cousine m'avait dit que je travaillerais dans un hôtel et une fois que j'aurais bien appris la langue, que je serais serveuse dans un restaurant. Au bout de 4 jours sur place, elle m'a dit que je devais me prostituer. Elle m'a dit, de toute manière, tu peux pas retourner chez toi, t'as pas d'argent. Ce jour-là, j'ai avalé une boîte de médicaments. Je me suis évanouie et ils ont appelé le médecin. J'ai continué à refuser de le faire, mais ma cousine m'a dit « Si tu ne le fais pas, on te vendra ailleurs et tu ne reverras jamais la Moldavie. » Dans le couloir, sa maman attend. Sa fille n'a jamais osé lui parler de ce qui est arrivé. Sa mère croit toujours ou fait semblant de croire à la version officielle. Elle lavait le linge, elle faisait le ménage dans un hôtel. C'était important pour vous qu'elle puisse aller travailler à l'étranger ? Bien sûr. Chez nous, il n'y a pas de travail, sauf un peu à la capitale. Et la vie est chère. Après 9 mois de calvaire au rythme de 10 clients par jour, Irina sera finalement relâchée par sa cousine. D'autres n'ont pas eu sa chance. Chaque année en Moldavie, des centaines de filles disparaissent et personne ne sait si elles sont toujours vivantes. Alina s'occupe d'une association d'aide aux victimes du trafic sexuel. En 5 ans, des familles désespérées lui ont signalé plus de 800 cas de disparition de femmes à l'étranger. L'Ukraine, la Turquie, les Émirats arabes unis, l'Allemagne. Celle-là est à Moscou. Celle-là est en Turquie. Elle a 18 ans et elle est tombée dans les réseaux quand elle avait 17 ans. Ces femmes n'ont pas toutes été forcées à se prostituer. Certaines, poussées par la misère, sont parties de leur plein gré. Mais aucune d'entre elles n'imaginait le sort qui les attendait. On leur dit, vous ferez ce que vous voudrez. Vous irez dans des beaux hôtels, vous choisirez vos clients, vous aurez 1 ou 2 clients par mois et aussi beaucoup d'argent. Avec un peu de chance, vous pourrez même vous marier avec un client riche. Et en réalité ? En réalité, ça ne se passe jamais comme ça. En général, elles sont conduites dans des bordels, ou alors elles travaillent dans la rue. Elles sont gardées dans des conditions terribles, sans soins médicaux. Elles ne peuvent plus partir et elles ne sont pas payées. La banlieue de Chisinau. Dans ce village de 300 habitants, une jeune femme est portée disparue depuis plusieurs semaines. Nina et Carmen ont 18 ans. Elles sont revenues de l'enfer des réseaux turcs il y a 1 mois. Avant cette épreuve, elles étaient 3 copines inséparables. Aujourd'hui, il en manque une. Dans la maison où Nina vit avec sa famille, il y a quelques photos du temps où elles étaient encore ensemble. La voilà. C'est le jour de mes 18 ans. C'est Natalia.
Natalia est la sœur aînée de Carmen. Elle a 1 an de plus qu'elle. Si elle est absente aujourd'hui, c'est parce qu'elle est en Turquie, séquestrée par le proxénète qui les a exploitées toutes les 3. J'espère qu'on va la retrouver. Nina et Carmen ont alerté la police pour tenter de retrouver Natalia. L'inspecteur Pascal Roman les reçoit régulièrement, mais il ne peut pas faire grand-chose car le trafiquant est en Turquie, intouchable. La police dispose d'une seule photo de lui. Il se fait appeler Ali. Il gagne bien sa vie, chaque fille lui rapporte au moins 6 000 € par mois. Et quand l'une d'entre elles n'est pas assez docile, il devient très violent. Le patron est armé en permanence. Il a un pistolet. Une fois, il me l'a mis sur la tempe parce que j'avais essayé de m'enfuir avec un client. Quand je résistais, il me faisait monter au 2e étage, il me frappait et ensuite il m'obligeait à coucher avec des clients. Un jour, le proxénète l'a brûlée à la cigarette. Elle en garde encore la trace. La voilà. Malgré les coups et les tortures, Ali n'a pas réussi à briser Nina. À cause de sa rébellion, elle est devenue inutilisable. Il a fini par la laisser partir. Carmen, elle, ne pouvait pas dire non. Elle avait désespérément besoin des maigres 40 € que lui donnait Ali tous les mois pour soigner sa famille. Je suis allée en Turquie pour mes frères et pour ma petite sœur qui est malade. Qu'est-ce qu'elle a, votre sœur? Elle a un problème de rein. Elle n'avait même pas 18 ans quand elle était là-bas. Le trafiquant a profité de sa vulnérabilité. Sa situation familiale est très difficile. Sa mère aussi est très malade. Elle a besoin d'une intervention chirurgicale urgente. C'est pour ça qu'elle a été obligée de se prostituer. On lui avait fait miroiter 400 € par mois. 400 €, 10 fois plus que ce qu'elle a réellement touché. Carmen se sent coupable, car si elle est à l'abri aujourd'hui, c'est grâce à sa sœur Natalia, celle qui manque et qui est aujourd'hui aux mains du proxénète. Un sujet délicat. Pour en parler, nous préférons aller ailleurs. Quand Carmen était retenue en Turquie, sa sœur Natalia a proposé un marché au proxénète. Prendre sa place en échange de sa libération. Ali a accepté, il a pris Natalia et relâché Carmen. Mais aujourd'hui, la petite sœur est rongée par le remords. Pourquoi avez-vous accepté cet échange? Cela peut paraître étonnant de se faire remplacer par sa propre sœur. J'étais bête, tout simplement, il n'y a pas d'explication. Je croyais que c'était la solution, mais maintenant je le regrette vraiment. Essayez de vous mettre à sa place. Là-bas, elle n'en pouvait plus. Moi aussi, j'aurais pu faire la même chose. On est capable d'appeler sa mère juste pour sortir de là. On n'avait qu'une envie, partir. On est trop jeunes. On a des relations sexuelles avec trop d'hommes. C'est difficile psychologiquement. On est perdu. On est anéanti. Trop de relations sexuelles et de surcroît sans préservatif. En plus de la violence du proxénète, chaque jour qui passe met la santé de Natalia en danger. Pour la première fois depuis leur retour, Carmen et Nina ont rendez-vous dans un centre médical gratuit pour faire des analyses. Alors, qu'est-ce qui ne va pas?
J'ai mal au ventre. J'ai des nausées. Je me sens mal. Est-ce que tu as des enfants? Non, j'ai été enceinte en Turquie, mais j'ai avorté. Vous avez eu beaucoup de relations non protégées? Là-bas, les relations non protégées, c'était tout le temps. Pendant 4 mois, j'ai eu 3 ou 4 relations avec préservatif. Donc pratiquement jamais. Si tu disais que tu voulais faire ça avec préservatif, alors le client appelait notre patron et le patron... Il vous punissait? Évidemment, il nous battait. Carmen et Nina vont maintenant faire des tests de dépistage. « 95% des filles exploitées dans les réseaux reviennent avec une maladie. La syphilis, l'hépatite, le sida. Certaines infections qui paraissent bénignes peuvent aussi faire beaucoup de dégâts. La conséquence la plus grave des infections, c'est la stérilité. Ça veut dire que certaines femmes ne pourront plus avoir d'enfants et c'est quelque chose de dramatique pour elles. Nina et Carmen auront leurs résultats dans quelques jours. Depuis qu'elle est rentrée, Carmen n'a qu'une idée en tête, aller chercher sa grande sœur en Turquie. Mais elle n'a pas d'argent. Nous lui proposons de lui payer son billet d'avion et de l'accompagner. Elle est inquiète, sa sœur a réussi à lui téléphoner il y a quelques jours. Et à cause des passes sans préservatif, Natalia est tombée enceinte. Mais à la douane, les choses ne se passent pas comme prévu. Elle est embarquée par la police. La dernière fois qu'elle a quitté la Turquie, son visa était périmé. Elle est sous le coup d'une interdiction de séjour et doit repartir par le prochain vol. Avant d'être expulsée, elle réussit à nous confier la photo de sa sœur. Elle compte sur nous désormais pour retrouver Natalia. Nous reprenons un vol intérieur vers le sud-ouest de la Turquie. Le lendemain matin, nous découvrons Kusadashi, une station balnéaire sur la mer Égée. C'est dans ce lieu, en apparence paisible, que Carmen et Nina ont passé plusieurs mois de captivité. Natalia est séquestrée quelque part dans cette ville de 50 000 habitants. Pour la localiser, nous n'avons pas beaucoup d'éléments. Direction le sud de la ville. Notre guide habite Kusadashi. Vous ne verrez pas son visage, car pour nous aider, il a pris d'énormes risques. Avant de partir, Nina et Carmen nous ont fait un plan de la ville. La maison où elles ont été détenues se trouve derrière un hôtel, l'hôtel Minai. Nous savons aussi que la maison est blanche, qu'elle a 2 étages et des barreaux aux fenêtres. Celle-là? Mais ici, la plupart des maisons sont blanches, avec des barreaux aux fenêtres. Ça peut être ça, non? C'est au premier étage. Ouais. C'est très difficile de trouver. C'est très difficile de trouver. Nous sommes sur le point d'abandonner quand nous apercevons cette épicerie. C'est derrière ou alors... Carmen nous en avait parlé, nous sommes tout près. J'adore, mais c'est vraiment dans le dos. Ok, bon, je vais juste voir.
Pour être plus discret, nous continuons à pied en caméra cachée. Les rues sont désertes, rien de particulier n'attire notre attention. Nous ne le savons pas encore, mais nous passons à ce moment-là, à quelques mètres seulement de la maison où est détenue Natalia. Ce jour-là, nous devrons pourtant renoncer. Nos indications sont trop vagues. À la tombée de la nuit, nous continuons nos recherches. Comme partout dans le pays, Kusadashi compte une dizaine de bordels clandestins remplis de filles de l'Est. Nous demandons à notre guide de nous y conduire. Nous observons les visages et nous les comparons à la photo de Natalia sur notre téléphone. Peut-être aurons-nous plus de chance dans le bar suivant. Dès notre arrivée dans celui-ci, une fille au fond attire notre attention. Tu crois que ça pourrait être elle? Ah, elle est rousse? Moi, je crois que c'est elle, mais je suis pas sûr. Tu peux regarder? Nous l'invitons à notre table. Hello. Bonjour. Comment vous vous appelez? Nino. Nino. Nino, c'est un prénom turc, ça? D'où vous venez? De Géorgie. Nous passons une bonne partie de la nuit à écumer les bars, jusqu'au plus sordide. À cette époque de l'année, en avril, les touristes sont rares et notre présence commence à devenir suspecte. Au bout d'un quart d'heure dans ce bar, des hommes s'approchent de nous, menaçants. Tu peux me filmer, moi aussi? Y a un problème là. L'une de nos caméras cachées a été repérée. Un incident, heureusement sans conséquences. Mais désormais, il va nous falloir être très prudents. Pour tenter de retrouver Natalia, nous adoptons une autre stratégie. Nous décidons de nous faire passer pour des clients à la recherche de prostituées. Avant notre arrivée, notre guide a préparé le terrain. Il a commandé 2 filles à un proxénète nommé Ali. Ali est le nom du trafiquant qui détient Natalia. Rendez-vous est pris en début d'après-midi dans un hôtel à l'écart de la ville. C'est un hôtel de passe à 15 € la chambre. Nous ne savons pas encore qui sont les 2 filles qui viendront, mais nous espérons que Natalia sera parmi elles. Au cas où les choses tourneraient mal, l'une de nos équipes stationne en bas de l'hôtel dans la voiture blanche. Quand les filles arrivent, nous nous présentons comme des architectes du Canada. Vous pouvez vous asseoir là. Vous parlez l'anglais? Oui. Vous voulez boire quelque chose? Oui. La fille au pullover blanc est la seule qui pourrait correspondre à la photo de Natalia. Vous venez d'où? Moi? Du Canada. Et vous? De Moldavie. Et vous? Quel est votre prénom? Elle, c'est Aziza.
Moi, c'est Natalia. Natalia. Est-ce la sœur de Carmen, la Natalia que nous cherchons? Je regarde discrètement sa photo sur mon téléphone. Difficile d'en avoir la certitude. Pour essayer de le savoir, je m'isole avec elle dans une autre chambre. Je lui demande de me montrer son passeport. Voilà, mon passeport moldave. Cette fois, pas de doute, ce n'est pas la sœur de Carmen. Elle n'a ni le même âge, ni le même nom de famille. Son proxénète, Ali, n'est pas non plus celui que nous cherchions. C'est l'employé de l'hôtel qui nous l'apprend. Il y a 2 Ali qui proposent des filles. Ce ne sont pas les mêmes. Le numéro que vous avez, c'est pas le bon. Trouver Ali est désormais notre priorité. Notre guide, grâce à ses contacts, a pu se procurer le bon numéro de téléphone. Mais l'homme ne nous connaît pas, il est méfiant. Allô, Ali. C'est un ami qui m'a donné votre téléphone. Raccroche, raccroche, je te rappelle. Pour lui parler, il faut beaucoup insister. Allô. Tu as dit que tu allais m'appeler, mais tu ne l'as pas fait. J'ai essayé, mais ça répondait pas. Il y a peut-être un problème sur votre téléphone. T'es qui, toi? Je m'appelle Cenk. Qui t'a donné mon numéro? Un ami. C'est qui ton ami? Écoute, j'aimerais 2 filles, si possible des Moldaves. J'ai des invités qui viennent de l'étranger. Je ne peux pas te les envoyer aujourd'hui. Demain. Appelle-moi demain midi. Ok, à demain alors. L'hôtel où Ali nous donne rendez-vous le lendemain n'est pas rassurant. Il n'y a pas de portail, seuls les habitués savent comment entrer. Nous devons enjamber un parapet et marcher en équilibre au bord d'une piscine désaffectée. S'il se passe quelque chose ici, nous sommes à la merci des employés de l'hôtel et des trafiquants. L'homme qui s'occupe de nous est l'oncle d'Ali. On nous a déjà parlé de lui en Moldavie. C'est le chauffeur et l'homme de main du proxénète. Est-ce que tu as eu Ali au téléphone? Oui, les filles sont en route. Quand les 2 jeunes femmes arrivent, elles sont hilares et visiblement pas dans leur état normal. Les proxénètes donnent souvent de la drogue aux filles pour les faire travailler. Au premier coup d'œil, Natalia n'est pas parmi elles. Mais leur nom et leur visage ne nous sont pas inconnus. La brune s'appelle Ludmila, la blonde Maria. Le policier moldave nous avait montré sa fiche d'état civil. Sa maman a signalé sa disparition il y a quelques mois. Elle a à peine 18 ans. À peine arrivée, Ludmila passe un coup de fil. Nous ne savons pas exactement à qui, mais c'est l'occasion d'entamer la conversation. C'était qui? Notre patron. Et il est bien, votre patron? Non. Le nom est parti tout seul. Il comprend pas. Non? Il n'est pas gentil? S'il apprend ce que t'as dit,
Il n'est pas gentil? Rien. Nous payons 70 € pour les 2 filles. Ludmila va descendre l'argent à l'oncle d'Ali, qui monte la garde autour de l'hôtel. Nous en profitons pour discuter seul à seul avec Maria. T'es content d'être ici? Au début. Au début, ça allait. T'as envie de partir? Oui. Je décide alors d'interroger Ludmila séparément, car c'est la seule qui parle un peu l'anglais. Non, c'est pas la peine de te déshabiller. On va juste parler. Dans un mélange d'anglais, de turc et de moldave, elle se confie elle aussi peu à peu. Tu n'aimes pas ton patron? Il est pas bien? Je l'aime pas. Il veut pas nous laisser rentrer en Moldavie. Il dit toujours « plus tard, plus tard ». C'est le moment que je choisis pour lui parler de Natalia. Tu connais Natalia? Qu'est-ce que ça veut dire? Je comprends pas. C'est pas un prénom normal? La communication devient impossible. Je décide de lui passer notre interprète qui nous attend en bas dans la voiture. Parle-lui. Mais la conversation tourne court. Elle refuse de lui parler. Parle-lui. Non, non, c'est ton amie, pas la mienne. Moi, je la connais pas. Elle vient de découvrir que nous ne sommes pas de vrais clients et elle panique. Elle remet ses chaussures et appelle à son secours Ali, le proxénète. S'il te plaît, viens vite. Je suis dans la chambre 15. S'il te plaît. Ok? Je t'aime. Viens, viens vite. Si tu m'aimes, viens. Sur le moment, impossible pour moi de comprendre ce qu'elle dit. Mais mon téléphone est resté branché. La seconde équipe en bas a tout entendu. Nous savons que le proxénète est armé. Il faut quitter l'hôtel d'urgence. Désormais, Ali se doute probablement de quelque chose. Mais nous n'avons plus rien à perdre. Nous allons tenter un dernier coup de poker. Le lendemain, il accepte de nous livrer 2 nouvelles filles. Nous ne le savons pas encore, mais c'est lui qui, cette fois, veut nous piéger. Nous allons nous en rendre compte par hasard. À l'hôtel, nous sommes plongés dans le noir, privés d'électricité. Nous retournons à la réception pour nous plaindre. Ok. Problem doesn't work. No good. We have to change rooms. Excusez-moi, je voudrais changer de chambre. La lumière ne fonctionne pas. Au même moment, sans que nous le sachions, un homme de main d'Ali est en train de se renseigner sur nous. Nous le comprendrons plus tard en visionnant la cassette. Quand nous sortons de l'ascenseur, l'homme s'adresse à la réceptionniste. Sorry, this room it doesn't work. No work because the light doesn't work. Okay, so I want another room. Ce soir-là, évidemment, les filles ne viendront pas. Ali connaît maintenant notre identité, mais il ne sait pas vraiment qui nous sommes.
Policiers ou journalistes, les deux hypothèses ont de quoi l'inquiéter. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, nous n'avons pas encore perdu la partie. À Kusadashi, nous avons un dernier endroit à visiter, cet hôtel au bord de la route. C'est ici qu'Irina a été violée à l'âge de 16 ans, alors qu'elle était vierge. Cette photo, où figure sa cousine, concubine du proxénète, a été prise dans le jardin de l'établissement. Nous nous y rendons en caméra cachée, avec notre interprète, en nous faisant passer pour un tour opérateur à la recherche d'un hôtel bon marché pour un groupe de touristes. Le réceptionniste nous accueille. On peut visiter? Nous voulons vérifier si le proxénète est toujours en activité. Une chose est certaine, c'est bien dans ce jardin bordé de bungalows que la photo a été prise. Et c'est dans l'une de ces chambres qu'Irina a été séquestrée pendant 9 mois. Nous savons que le proxénète est le propriétaire de l'établissement et qu'il s'appelle Yassine. Quand il vient se présenter, il ne prend même pas la peine de dissimuler son identité. Depuis 3 ans, c'est lui qui est le propriétaire. Ah, d'accord. Sans complexe, il nous confirme que le business du sexe continue dans son hôtel. Mais il n'y a pas trop de va-et-vient la nuit ici? Çok insan gelmez değil mi gece geliş gidişler çok olmaz değil mi? Buraya kimse gelmeyecek. Non. Une fois D'accord. qu'on prend, Il n'y a pas de... Non, parce que je sais qu'il y a pas mal de filles, des prostituées qui viennent, etc. C'est un peu embêtant. geliyor ya hani. Dışarıda mı? Rum kızları falan. Yok almam yani. Je prends pas quand vous allez venir. Ah, il prend pas quand on va. Almam yani. Non, non, quand vous êtes là, je prends pas. Ok, bon, on va réfléchir, hein, on va voir. j'ai pris son téléphone. T'as pris son téléphone? Thank you very much, Mr. Yassine. Thank you, Mr. Messoud. Thank you. Messoud, c'est le frère de Yassine. Les deux travaillent ensemble. Difficile de croire que la police turque n'est pas au courant de leurs activités. Elle en a été avertie officiellement par la police moldave il y a 3 mois. Depuis, il ne s'est rien passé. Nous quittons la Turquie sans avoir retrouvé Natalia, mais avec l'intention de préparer un nouveau plan depuis Paris. 15 jours plus tard, c'est en Moldavie que nous retournons d'urgence. Nous venons de recevoir un coup de fil inespéré. Natalia a été libérée il y a 2 jours. Inquiété par nos démarches, Ali le proxénète a préféré la relâcher. Nous retournons dans son village, impatients de la rencontrer enfin. Après 2 mois de calvaire, Natalia vit à nouveau auprès de sa famille. Elle a retrouvé sa petite sœur, Carmen. Maintenant, il faut espérer que la famille aille mieux. En Turquie, elle a subi l'enfermement, 10 passes par jour et un avortement clandestin. Le plus dur, c'était quand je pensais à ma famille. Je me demandais si je la reverrais un jour. C'était ça le plus dur. Beaucoup de gens m'avaient dit « Natalia, n'y va pas, tu risques de ne jamais revenir ». Je leur ai dit que je revienne ou pas, je dois y aller et ramener ma sœur. Si Dieu le veut, je reviendrai, sinon ce sera mon destin. Et Dieu m'a ramenée chez mes parents et ma famille. Grâce à lui, ma sœur et moi, nous sommes revenus toutes les 2. Maintenant qu'elles sont réunies, nous brûlons de leur montrer les images que nous avons tournées en Turquie en caméra cachée. Nina s'est jointe aux 2 sœurs.
Dès notre premier jour en Turquie, nous avions failli trouver Natalia. Elle était séquestrée quelque part dans cette rue. C'est là. C'était le balcon vert. Regardez. Ça, c'est l'entrée. Oui, voilà, l'entrée avec des barreaux et le balcon est vert. Voilà, c'était ça la porte. Tu rentrais, on y était. C'était dur de ne pas pouvoir sortir, d'être enfermé tout le temps. On allait chez les clients, on revenait, et c'est tout. Nous apprenons qu'à cause de nos recherches, Ali a déplacé les filles. Et aujourd'hui, qui vit dans cette maison? Il n'y a plus personne, les filles ont changé d'endroit. Quand nous leur montrons les images de l'hôtel au jardin bordé de bungalows, une autre surprise nous attend. Ah, je connais cet hôtel. J'y suis restée quelques jours avant de rentrer en Moldavie. J'étais là. Quand Ali s'est inquiété, c'est donc ici qu'il a transféré Natalia. Un endroit sûr, tenu par un collègue de travail. Là, c'est le patron de l'hôtel. Lui aussi, il a des filles. Deux mois après la fin de notre tournage, nous avons eu des nouvelles de Nina, Carmen et Natalia. Nina a trouvé un stage dans un atelier de confection. Ses analyses médicales n'ont décelé aucune maladie. Carmen est en bonne santé elle aussi. Elle suit des cours de coiffure. La situation de Natalia est plus préoccupante. Un mois après son retour, elle a fait une tentative de suicide. Elle se remet doucement. En Turquie, Ludmila et Maria sont toujours détenues par Ali, qui continue de s'enrichir grâce à elles. Depuis des années, la police turque promet de s'attaquer au réseau de prostitution qui gangrène le pays, jusqu'à présent sans grand résultat. Si rien n'est fait dans les années qui viennent, des milliers de nouvelles filles de l'Est tomberont à leur tour dans les griffes des trafiquants pour remplacer leurs aînés et répondre à la demande des clients.